C'est l'heure du journal de l'Afrique Swahili. Bienvenue sur France 24. À la une ce soir, le retrait du M23 d'Ouvira. Le groupe armé soutenu par le Rwanda a affirmé ce mardi qu'il allait se retirer de cette ville du Sud Kivu sous certaines conditions. Un retrait à la demande de Washington. Que signifie ce retrait? À quoi faut-il s'attendre ces prochains jours? Nous poserons ces questions à Patrick Mouyaya, ministre congolais de la communication. Il est notre invité ce soir. La visite d'Abdel Fattah al-Burhan en Arabie Saoudite, il y a rencontré le prince héritier Mohammed Ben Salman, puis le représentant de Donald Trump pour l'Afrique, Massaad Boulos, la correspondance régionale dans un instant. Et à la fin de cette édition, nous irons en Côte d'Ivoire pour suivre notre série avant les législatives. Nous irons à Yamoussoukro, la capitale administrative. Elle est disputée par le plus ancien parti du pays, le PDCI, et le parti au pouvoir, le RHDP. Reportage à suivre. Le M23 se dit donc prêt à se retirer d'Ouvira une semaine jour pour jour après son entrée dans la ville. Le groupe armé soutenu par le Rwanda a annoncé son retrait à la demande de Washington sous certaines conditions. Les États-Unis qui avaient promis de répondre à une claire violation de l'accord de paix. À Kinshasa, les précisions d'Emmett Livingston. L'AFC M23 et les forces rwandaises ont pris la ville la semaine dernière en violation de l'accord de paix négocié par les États-Unis entre la RDC et le Rwanda. La pression exercée était plus forte que d'habitude. Les autorités américaines ont déclaré que le Rwanda avait été profondément impliqué dans l'escalade et ont affirmé que toutes les options restaient sur la table pour faire respecter l'accord de paix. L'AFC M23, dans son communiqué, a dit qu'il se retirerait d'Ouvira pour faciliter les pourparlers de paix avec le gouvernement congolais. La rébellion a également demandé que la ville reste démilitarisée. Le gouvernement congolais n'a pas encore réagi, mais il a systématiquement demandé à la communauté internationale de sanctionner le Rwanda afin de faire respecter l'accord de paix. Il reste à voir si les rebelles quitteront réellement Ouvira. Selon des sources locales, des combattants de la rébellion y étaient toujours. Bonsoir Patrick Mouyaya, vous êtes ministre de la Communication de la République démocratique du Congo. Merci infiniment d'accepter de répondre à nos questions. Tout d'abord, votre réaction sur l'annonce du retrait du M23 a-t-il commencé d'ailleurs? Quelles sont vos informations? D'abord, nous sommes plutôt préoccupés par la situation des intimidations et des menaces qu'ont subies nos populations ce matin du fait justement de l'action du Rwanda à travers ces supplétifs du M23, une manifestation de mascarade qui s'est organisée sous des coups de fouet d'intimidation sur nos populations. C'est bien cet aspect qui nous préoccupe d'abord. Pour le reste, c'est un non-événement et c'est une diversion parce que vous le savez, que vous avez toujours entendu le M23, qui est en réalité le fils du Rwanda, dénier, dire ne pas être concerné par le processus de Washington. Comment, alors que la pression a été de manière claire faite sur le Rwanda, vous avez suivi notamment l'ambassadeur américain, pour ne parler que de lui au Conseil de sécurité, vous avez lu le tweet du secrétaire d'État Rubio qui met la responsabilité du Rwanda devant, mais pourquoi c'est les M23 qui doivent venir un peu comme s'offrir pour dire écoutez, c'est moi le fautif, je vais quitter Ouvira. Il est évident que c'est une manœuvre qui vise à distraire les médiateurs américains, qui est engagé à prendre des actions, parce qu'il est évident que ce qui s'est passé à Ouvira est inacceptable en regardant à la fois la résolution 2773, le processus de Doha ou les processus de Washington. Il est inacceptable que Kigali tire de missiles à partir de son territoire sur le nôtre, sur le territoire burundais. Il est irresponsable que Kigali utilise des drones kamikazes sur de cibles civiles, et à Ouvira, c'est plutôt les désarrois, au contraire de ce qui nous a été montré ce matin. Alors Patrick Mouyaya, c'est un retrait à annoncer pourtant sous pression américaine. La M23 le dit, à la demande de Washington, de se retirer, mais sous condition, sachant que l'accord signé à Washington n'est pas contraignant. Des sanctions sont-elles envisageables? Nous sommes dans un processus, nous sommes dans des processus, il y a le processus de Washington, il y a le processus de Doha, où c'est clair qu'on ne devrait plus, en tout cas, voir d'offensives de ce type. Et il ne faut pas oublier qu'ici, il s'agit spécifiquement
du processus de Washington. Souvenez-vous que le 4 décembre, nous avons eu cette cérémonie avec le président américain. Mais juste après cette cérémonie, l'offensive s'est généralisée et il est établi par tous les rapports, y compris le dernier rapport du groupe d'experts des Nations Unies, que au moins 7000 militaires rwandais sont engagés sur le front de la RDC. C'est ce que nous attendons. Et c'est ce qui est convenu dans l'accord. Il est hors de question d'ailleurs d'analyser ces documents dans son fond parce que toutes les questions sont à table. À Washington, elles ont été résolues parce qu'il y a un accord. À Doha, il y a des discussions en cours qui vont reprendre bientôt. Et donc, pour Mais nous, l'accord n'est pas contraignant. Est-ce qu'il y a des sanctions? J'en arrive, madame, c'est le retrait sans condition d'ailleurs de toutes les parties occupées par le Rwanda en République démocratique du Congo dans les jeux du père et du fils, le fils l'M23, brigade avancée, et le Rwanda le père. Et donc il est évident que pour nous, nous sommes dans une médiation. C'est pas pour rien que vous avez suivi le secrétaire d'État Rubio dire qu'ils vont prendre des mesures pour faire respecter la parole du président Trump. Alors, si vous voulez des contraintes, vous dites qu'il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas de mesures contraignantes. Mais s'il n'y avait pas ces mesures contraignantes, je ne suis pas sûr que le fils se donnerait en sacrifice au devant de l'opinion pour protéger le père. Mais justement, le M23 propose de se retirer, dit qu'il va se retirer sous condition, notamment la démilitarisation de la ville d'Ouvira et le contrôle de cette ville du Sud Kivu par une force neutre. Quelle force neutre pourrait pacifier la ville, notamment sachant que le Rwanda n'est pas favorable à la présence de la MONUSCO? En l'état actuel, comme je vous disais tout à l'heure, nous ne pouvons même pas regarder cette question dans le fond parce que je vous ai dit que nous avons des cadres. Nous avons Doha, nous avons Washington. Et évidemment, ce n'est pas une initiative unilatérale qui est prise pour les besoins de protéger le père des mesures attendues de Washington qui va nous faire flancher. Il est hors des questions de penser que les M23 étaient en droit de violer avec le Rwanda, évidemment, ce qui a été convenu à Washington, ce qui a été convenu à Doha, en lançant cette offensive généralisée. Je rappelle que ce n'est pas simplement sur Uvira que les affrontements se font, il y a sur d'autres axes, à Mwenga et d'autres parties dans les Nord Kivu, où les forces rwandaises sont particulièrement engagées, ils sont contenus par les forces armées de la République démocratique du Congo. Ceci est une preuve supplémentaire que le président rwandais, en réalité, ne croit pas justement à la paix. Il pense pouvoir continuer son processus de pillage de nos ressources parce que la paix qui a été faite à Washington, les accords qui ont été signés, c'est des accords qui vont permettre à cette région d'éclore définitivement, de sortir de cycle de violence. Et c'est par la violence que le président rwandais pense qu'il peut continuer à pérenniser ses activités néfastes dans cette partie de notre pays. Alors Patrick Mouyaya, qu'est-ce que vous attendez, vous, aujourd'hui? Qu'est-ce que la RDC attend aujourd'hui de ce processus de paix en tenant compte de ce qui se passe sur le terrain? Évidemment, il y a le droit international qui doit se faire respecter. N'oubliez pas qu'il y a eu un dernier débat récemment au Conseil de sécurité, vous avez suivi. Il y a la résolution 2773. Il y a évidemment l'accord qui a été signé à Washington et il y a des progrès que nous avons connus à Doha et qui fixent les cadres de nos attentes. Il est impérieux de rappeler que la situation humanitaire est particulièrement catastrophique et les agissements du Rwanda ne vont que dans ce sens-là. Pour nous, comme je le disais tout à l'heure, il faut un retrait de toutes les parties du territoire qui sont occupées par l'armée rwandaise. C'est cela le bien fondé de l'accord parce que nous avons dit il faut la paix, il faut la sécurité et puis nous allons aller vers l'économie. Et dans les cas des discussions de Doha, nous avons montré notre disponibilité. Nous nous sommes accordés sur 2 mécanismes. Il en reste 6. Il y a des discussions qui ont prévu de reprendre, mais dans ces conditions, avec des agissements de ce type, il faut bien se poser la question sur les motivations réelles du Rwanda et du M23, y compris quand ils se rendent à Doha ou à Washington. Il est évident que ce n'est pas la paix qu'ils souhaitent. Alors, et la communauté internationale devrait tirer les conséquences, notamment en prenant des mesures de sanctions de manière claire qui pourront contraindre le Rwanda à respecter sa part dans l'accord convenu à Washington. Alors, vous parliez de la situation humanitaire. Quelle est la situation aujourd'hui humanitaire à Uvira et dans les environs, sachant qu'il y a de plus en plus de populations qui fuient les combats, qui se réfugient aussi bien au Rwanda voisin que côté burundais. Quelles sont vos informations sur cette situation humanitaire ?
C'est bien celle-là la question principale qui nous préoccupe. Aujourd'hui, nous sommes à un minimum de 200 000 personnes réfugiées. Et pour la seule journée du mercredi ou du jeudi, il y en avait 22 000 ou 35 000 qui ont traversé à Goma. La question a fait l'objet du Conseil de ministres vendredi dernier. Et tout à l'heure, la Première ministre m'a informé qu'il y a une délégation qui est partie au Burundi et une autre qui arrivera en Tanzanie pour évaluer tous les besoins et les apporter. Vous avez suivi les déclarations notamment faites par les opérateurs humanitaires qui sont sur place. La situation, elle est catastrophique. Nous, évidemment, nous allons faire notre part, nous assurer que nous apportons des abris, nous assurons que nos compatriotes sont bien pris en charge là où ils sont. Mais je pense qu'ici, il y a besoin d'une plus grande mobilisation internationale en faveur de ces compatriotes, mais aussi pour le retour de la sécurité, parce que la meilleure offre que nous pouvons faire aux populations déplacées, c'est d'avoir la possibilité de retourner chez eux avec, évidemment, la paix et la sécurité restaurées. Et ce n'est pas ceux qui gouvernent par crime qui peuvent le garantir. Donc, il faut un départ du M23 et de son père, le Rwanda, de notre sol. Alors, très rapidement, Patrick Mouyaya, est-ce que cet accord de Washington est viable aujourd'hui ? Est pleinement viable. Nous avions dit dès le départ que nous croyons à la médiation américaine. Nous connaissons l'attitude du président Kagame. Ça fait bien longtemps qu'il n'a pas l'habitude de respecter les accords. Nous espérons cette fois-ci, parce que vous aviez suivi les mots du président Trump et l'engagement américain qui a été parfaitement clair. Ceci constitue la preuve qu'en étant à Washington, nous avons, nous, au gouvernement de la République démocratique du Congo, traité les sujets avec la délicatesse qu'il fallait. Et ces agissements du président Kagame traduisent justement, c'est lui qui pense qu'en promouvant la paix, en respectant les accords, il ne pourra plus faire prospérer son économie ni ses activités qui se nourrissent des drames dans l'Est de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup Patrick Mouyaya, ministre de la Communication de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Le général Abdel Fattah al-Burhan, chef de l'armée soudanaise, est en visite officielle en Arabie Saoudite depuis lundi. Après son entretien avec le prince saoudien Mohammed bin Salman, il a rencontré le conseiller pour l'Afrique de Donald Trump, Saad Boulos, un rendez-vous important alors que l'armée soudanaise a refusé en novembre dernier une proposition de cessez-le-feu temporaire. La correspondance régionale de Bastien Renouille. Selon des proches du général Burhan, lors de son entrevue avec le conseiller pour l'Afrique du président américain Boulos, il a principalement évoqué l'acheminement d'aide humanitaire dans les régions les plus touchées par le conflit, à savoir le Darfour et le Kordofan. Les deux hommes ont-ils évoqué de potentielles négociations en vue d'aboutir à une paix durable au Soudan? C'est fort probable, mais impossible de le confirmer officiellement. Il faut savoir que les États-Unis tentent d'avoir un rôle de médiateur dans ce conflit, d'autant plus depuis que Donald Trump semble avoir découvert la guerre au Soudan. Fin novembre, il avait accueilli à Washington le prince héritier de la couronne saoudienne, Mohammed bin Salman. Et à ce moment-là, il avait promis de tout faire pour mettre fin à ce conflit. Mais pour y parvenir, encore faut-il que les belligérants souhaitent terminer cette guerre. Le général Burhan a affirmé à plusieurs reprises que l'armée ne négocierait pas avec les forces de soutien rapide. Et les FSR, elles, avaient promis au mois de novembre de mettre en place un cessez-le-feu unilatéral à but humanitaire. Mais comme à chaque fois qu'une trêve a été annoncée au Soudan depuis le début de la guerre en avril 2023, celle-ci n'a pas eu lieu. Au contraire même, les combats se sont intensifiés récemment. Au cours des derniers jours, les forces de soutien rapide sont parvenues à repousser l'armée de zones pétrolifères dans le sud du pays. Et puis, elles ont également bombardé la capitale du sud Kordofan à l'aide de drones. L'un d'entre eux a percuté une base des Nations Unies. 6 casques bleus ont été tués et 8 ont été blessés. On poursuit notre tour de la Côte d'Ivoire à moins de 15 jours des élections législatives. Direction ce soir Yamoussoukro, capitale administrative du pays. Elle n'est pas la plus peuplée des circonscriptions. Ici, le plus ancien des partis, le PDCI, est représenté par le maire de la ville, Patrice Kouassi Kwame. Il fait face au gouverneur du district, Augustin Thiam, membre du RHDP, le parti au pouvoir. Reportage de Julia Guggenheim et Damien Kofi. Ici, c'est Yamoussoukro, 2 sièges à pourvoir et un symbole fort, celui de l'héritage du père de la nation, Félix Houphouët-Boigny, qui fit de son village natal la capitale de la Côte d'Ivoire. Le PDCI, le parti qu'il a créé, s'estime ici en terrain conquis. Son candidat, Patrice Kouassi Kwame, avait d'ailleurs déjà remporté la mairie en 2023. Yamoussoukro, c'est le bastion du PDCI, donc il n'y a pas de raison que nous ne soyons pas confiants. La population souhaite aller à ces élections législatives là pour manifester son choix.
Et les échanges que nous avons avec nos partisans, en particulier dans les villages, ils sont vraiment déterminés à aller au vote. Mais le match s'annonce serré avec le RHDP, le parti au pouvoir, représenté par le député sortant Souleymane Diarra Souba, mais aussi par le gouverneur du district de Yamoussoukro, Augustin Thiam, chef traditionnel, le frère de l'actuel président du PDCI, est aussi le petit-neveu de Félix Houphouët-Boigny. La terre de Yamoussoukro appartient à la famille Boigny, dont je suis. Donc si quelqu'un devait réclamer la propriété de la terre de Yamoussoukro, je crois que ça serait moi. Or, je ne la réclame pas, je la partage avec tout le monde. Ce n'est même pas une affaire de parti politique. Ce n'est pas une affaire de PDCI ou de RHDP, c'est une affaire de développement. Nous avons commencé un travail de développement et nous voulons le poursuivre. 2 listes d'indépendants participeront également au scrutin dans cette circonscription où 137 000 électeurs sont appelés aux urnes. Voilà, c'est la fin du journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.